Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour. Au sommaire de ce magazine pluriel, vous êtes commerçant et bien, vous êtes invité à prendre des dispositions pour protéger les marchés contre les incendies. La ministre en charge du commerce a entamé une tournée de sensibilisation en ce sens hier. L'échange avec les commerçants du Grand Lomé à suivre dans ce journal. Ghana, tension entre l'opposition parlementaire et l'exécutif. L'opposition menace de destituer le président. Ce dernier ne s'est toujours pas prononcé sur la promulgation ou non de la loi dite anti-LGBTQ. Deux invités dans ce magazine pluriel, le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie togolaise, Dr Issaou Latifou. Il intervient dans le cadre de la journée mondiale de la météorologie observée aujourd'hui. L'autre invité, Petit Komi, docteur en histoire politique et relations internationales, enseignant. Il est reçu également dans le cadre d'une journée, celle de la francophonie célébrée mercredi dernier. Sport, football, les sélections africaines sont sur le pont. C'est dans le cadre de la fenêtre FIFA de ce mois de mars. Le Togo s'en sort bien. Les éperviers ont battu le MENA du Niger vendredi au Maroc. Autre rendez-vous de ce magazine pluriel, la revue de presse. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le monde observe aujourd'hui la journée mondiale de la météorologie. Et cette journée souligne la contribution capitale qu'apportent les services météorologiques et hydrologiques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société. Pour 2024, le thème retenu est en première ligne de l'action climatique. Au Togo, les prévisions météorologiques ne rassurent pas souvent tout le monde. À ce propos, le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie togolaise, Dr Issaou Latifou, invite les Togolais à s'approprier les informations météorologiques et à les mettre en pratique au quotidien. Nous allons le suivre tout à l'heure dans la rubrique Invité. Les Togolais iront aux urnes le 20 avril prochain pour le compte des élections législatives et régionales. C'est la première fois que le Togo organise une élection pour désigner les conseillers de région. C'est quoi alors une élection régionale et pourquoi ce scrutin? Edo Assignon nous en parle. Une élection régionale est un scrutin où les électeurs d'une région votent pour choisir leurs représentants au sein des conseils régionaux. Ces derniers, issus de différentes préfectures, sont là pour défendre leurs intérêts en vue du développement et de l'épanouissement de tous. Les conseils régionaux assurent la coordination des actions de développement conduites par les communes ou que l'État veut mettre en œuvre. Ces actions peuvent concerner divers domaines, notamment les transports, l'éducation et le tourisme. Avec ces élections régionales, le Togo aura achevé son processus de décentralisation après les municipales de 2019. Et ces élections doivent se dérouler en toute sécurité. Cette sécurité concerne également les marchés. Plus d'incendies dans les marchés du Togo, c'est le souhait des autorités. Des commerçants issus de cette marché du Grand Lomé ont été sensibilisés hier sur les dispositions à prendre pour les éviter. Nabara Nafara Noudar Alou Noyoue. Mauvaise installation électrique, stockage de bouteilles de gaz sont entre autres causes des incendies dans les marchés. Pour les éviter, les représentants des marchés de Lomé ont été appelés à prendre des spécialistes pour les installations électriques, éviter la conservation des bouteilles de gaz dans les marchés et s'assurer d'éteindre les feux domestiques de charbon ou de bois avant la fermeture des marchés. Les participants ont accueilli favorablement cette initiative. Edwige Ayowovi, représentante des femmes commerçantes. Nous sommes très heureuses
commerce. Nous avons parlé de nos problèmes réels que nous avons et c'est des problèmes du feu qui s'est propagé dans les marchés et que nous ne voudrons plus que cela arrive sur la terre de nos aïeux. Nous n'avons pas les moyens pour acheter nos marchandises et vendre. Nous n'avons pas de la clientèle parce que la clientèle ne vient pas. Nous n'avons pas de secours dans le sens où on n'a pas des personnes qui sont là pour nous aider, pour nous parler, pour nous montrer les moyens à prendre et à faire pour que notre commerce puisse marcher. Du côté du gouvernement, des efforts se poursuivent en faveur des commerçants. Des précisions avec Kai Mivedor Sambiani, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation. Déjà, il y a tout ce qui est infrastructure. Il y a une multiplication des marchés aussi bien à Lomé que dans la banlieue proche. Il y a une augmentation également des capacités de stockage. Ça, c'est important. On parle du marché des capacités de stockage. On a également tout ce qui est fait pour le renforcement des capacités de ces femmes-là. Donc, il y a des programmes spécifiques qui sont pilotés au niveau du ministère du Commerce. Et puis, c'est le nerf de la guerre. Il y a également tout l'accompagnement qui est fait en matière d'accès au financement via le programme gouvernemental du FNFI. Le ministère prévoit créer un cadre d'échange avec les commerçants en vue de diagnostiquer les problèmes et les résoudre. Cette série d'échanges va se poursuivre avec les commerçants de l'intérieur. Et pour le bon déroulement des échanges commerciaux dans l'espace UEMOA, le comité interparlementaire CIP UEMOA a tenu sa 53e session ordinaire à Lomé. Il était question de faire le bilan des activités 2023. Des efforts marquent cette année écoulée. Hervé Segbonou. Concernant la convergence avec l'organisation sœur qu'est la CEDEAO, la collaboration entre les deux institutions a été renforcée. Ce renforcement relationnel pour Abdoulaye Diop, président du CIP, a porté beaucoup de fruits dans plusieurs secteurs de la zone UEMOA. Cette collaboration facilite entre autres la mise en œuvre du tarif extérieur commun et les actions de facilitation des échanges. En matière de promotion des produits locaux de la zone de l'UEMOA, de nombreux efforts ont été fournis par le CIP. La promotion des produits originaires, l'accès au marché étranger des produits de l'Union et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des instruments de la politique commerciale. En vue de renforcer les échanges commerciaux et de promouvoir l'employabilité des jeunes, la mise en œuvre du projet Talent africain à l'international s'est poursuivie. Plusieurs missions entamées l'année précédente se poursuivent dans les états pilotes du CIP. En octobre 2023, le projet a enregistré une vingtaine de missions en cours dans les 4 états pilotes que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. L'objectif poursuivi est de mobiliser 200 jeunes dans 150 entreprises de l'Union dans le cadre de ce projet qui reste une priorité pour la Commission. Outre ces quelques réalisations principales, le comité a organisé à Ouagadougou en septembre dernier la 3e édition des concertations sur la paix, la sécurité et le développement des zones frontalières. Quant aux résultats mentionnés, nous demeurons conscients que beaucoup de choses restent encore à faire sur le chemin de l'intégration régionale. Hors du Togo, au Ghana, des députés de la majorité ont annoncé jeudi vouloir engager une procédure de destitution contre le président Nana Akufo-Addo. En cause, le président ghanéen ne s'est toujours pas prononcé sur la promulgation ou non de la loi dite anti-LGBTQ. Cette menace de destitution n'est qu'un élément parmi d'autres blocages plus larges qui s'annoncent. Edmond Sogba. Vous l'avez dit, c'est une menace parmi tant d'autres, puisque le Parlement a également annoncé qu'elle n'approuvera pas les nouveaux membres du gouvernement tant que le président n'aura pas rendu sa décision sur la loi anti-LGBTQ. Une réponse musclée à la lettre du secrétaire du président de la République adressée lundi au Parlement. Pour rappel, cette proposition de loi adoptée par un large consensus au Parlement le 28 février a soulevé de vives inquiétudes, notamment aux Nations Unies, quant aux droits de la communauté LGBTQ au Ghana en cas de promulgation du texte.
Elle, comme toute personne affiliée, risquerait 3 à 5 ans de prison. Des craintes que le président Nana Akufo-Addo a tenté de calmer au début du mois. Son ministre des Finances a, quant à lui, pointé les risques que la promulgation d'une telle loi pourrait engendrer, au premier desquels la perte de 3,8 milliards de dollars de fonds promis par la Banque mondiale. Présidentielle au Sénégal qui va succéder au président Macky Sall et devenir le 5e président du Sénégal. Partout à travers le monde, les Sénégalais et Sénégalaises de l'extérieur se préparent à aller aux urnes pour faire entendre leur voix demain dimanche. La société civile déploie 1000 observateurs pour le bon déroulement du scrutin. En Centrafrique, les nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment hier à Bangui. Avec la nouvelle constitution, le mode de désignation a changé et ce nouveau conseil vient remplacer la cour mise en place en 2016. Désormais assermentée, cette nouvelle équipe composée de magistrats, d'avocats et de professeurs de droit aura la tâche d'élire un président et un vice-président dans les prochains jours. Rubrique invitée à présent ce samedi, le monde entier célèbre l'entrée en vigueur de la convention portant création de l'Organisation météorologique mondiale. Cette journée permet aux experts de se réunir et réfléchir par rapport à certaines thématiques liées à ce domaine pour son avancement au niveau mondial. Radio Lomé reçoit pour vous le directeur général de l'ANAMET. Il explique le thème de cette année qui est en première ligne de l'action climatique et l'importance de la météo pour les agriculteurs. Il répond au micro de Raoul Tetouniaki. Bonjour monsieur le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie. Le 23 mars de chaque année est la journée dédiée à la célébration de la météorologie. Quelle est l'importance de la thématique retenue pour cette célébration? Quand on parle de l'action climatique, c'est tout ce qui concourt à trouver des solutions, à trouver des mesures d'atténuation, d'adaptation pour réduire ce que nous appelons les effets des changements climatiques, pour réduire tout ce qui tourne autour de la modification significative des paramètres météorologiques que nous constatons, pour réduire les effets négatifs, surtout des phénomènes météorologiques extrêmes que nous constatons ça et là. En première ligne, ce sont les services météorologiques. C'est pour montrer l'importance des services hydrométéorologiques et climatiques au niveau de chaque pays. Donc cela voudrait dire que les services météo sont à l'avant-garde de ce que nous appelons l'action climatique. Donc cela voudrait dire que c'est l'importance capitale que revêtent ces services météorologiques qu'on voudrait mettre en exergue cette année au niveau mondial. Donnez-nous le bien fondé de la météorologie pour la vie en général et les agriculteurs en particulier. D'une manière générale, la météorologie est très importante. C'est une science transversale qui embrasse un certain nombre, presque l'ensemble des secteurs socio-économiques. Si vous prenez le secteur de l'aéronautique, si vous prenez le secteur maritime, si vous prenez le secteur du transport, le secteur du tourisme, le secteur de gestion des catastrophes, etc., la météorologie joue un rôle très primordial. Et surtout au niveau de l'agriculture, il va falloir dire que c'est le secteur qui reçoit et qui bénéficie actuellement des informations météorologiques. Même actuellement, les informations météorologiques au niveau de l'agriculture deviennent comme un intrant. C'est-à-dire ça devient comme de l'engrais, ça devient comme de l'argent que vous devrez investir pour pouvoir avoir un rendement beaucoup plus adéquat. Donc cela voudrait dire qu'au niveau de l'agriculture, nous, en tant que météo, nous essayons d'orienter les agriculteurs par rapport aux dates de début de saison, par rapport à la longueur de la saison, par rapport aux variétés culturelles qu'il va falloir mettre en terre pour pouvoir enclencher des rendements à la fin de la campagne agricole. Donc cela voudrait dire que la météorologie constitue une science très importante, surtout dans le secteur agricole, parce que
la modification du climat, le changement climatique impacte énormément sur la production agricole. Donc il va falloir que les services météo soient à l'avant-garde vraiment de nos braves agriculteurs pour qu'ils puissent engranger des rendements plus meilleurs. Dans ce sens, on vient tout dernièrement de faire la diffusion des résultats des prévisions saisonnières, surtout dans le sud Togo, où on a depuis la côte jusqu'à la 8e latitude nord, aux environs de Blita. Donc toute cette zone sera concernée par une pluviométrie qui serait d'une manière normale. Par rapport à l'année passée, on ne va pas enregistrer un cumul très élevé. Donc, vous le savez très bien, on a fait une évaluation de la prévision saisonnière de 2023 et on avait constaté que l'année 2023 a été l'année la plus humide sur les 5 dernières années et par rapport aux 30 dernières années. Donc, l'année passée, l'année 2023, a été une saison tellement humide. Mais cette année, selon les prévisions, on ne va pas aller jusqu'à ce cumul comparatif à l'année passée. Mais tout compte fait, il y aura ce que nous appelons les fortes pluies qui peuvent arriver à tout moment et qui peuvent entraîner ce que nous appelons des inondations, surtout dans les zones vulnérables. Donc, en dehors du cumul de la quantité qu'on attend cette année, il y a aussi ce que nous appelons les séquences sèches, c'est-à-dire les pauses de pluie au cours de la saison humide. Donc, il a été constaté, il a été relevé qu'au niveau des résultats, qu'on aura des séquences sèches qui vont aller de normale à longue, c'est-à-dire en début comme en fin de saison. Et c'est ce que nous sommes en train de constater actuellement. Depuis la dernière pluie qui était tombée en début du mois de mars, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Lomé n'a pas encore vraiment accueilli une grosse pluie. Sauf quelques pluies parcellaires par endroits que nous constatons de gauche à droite et qui n'annoncent pas vraiment le démarrage de la saison culturelle. Donc cela voudra dire que ces informations-là sont très utiles à nos braves agriculteurs pour pouvoir leur permettre de pouvoir choisir les spéculations qu'il va falloir mettre en valeur cette année. Des calendriers culturaux sont définis pour les agriculteurs. Donnez-nous plus de précisions en ce qui concerne ces calendriers. Oui, les calendriers culturaux sont des dates approximativement précises que les experts, à travers des logiciels et les traitements de données, ont pour donner comme orientation aux agriculteurs. Si nous prenons l'exemple du riz, si nous prenons l'exemple du maïs, si nous prenons l'exemple du haricot, de l'arachide, les experts ont eu à former, c'est-à-dire les collaborateurs, pour essayer d'identifier quel moment précis il va falloir pouvoir mettre en terre et surveiller, par exemple, le maïs, pour que vous ayez un bon rendement. En quoi donc la météorologie peut-elle contribuer au développement de l'agriculture? Dans la feuille de route gouvernementale, c'est une priorité, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Donc, dans ce sens-là, la météo est placée au premier rang. Quand nous prenons l'exemple du projet que nous appelons le programme de résilience pour le système alimentaire, en sa composante une, c'est les services météorologiques qui en sortent vraiment avec des activités que nous mettons en œuvre chaque temps sur le terrain. Donc cela voudrait dire que les services météorologiques sont à l'avant-garde. C'est même la thématique de cette année. Donc à l'avant-garde de vraiment pouvoir de pouvoir accompagner toutes les mesures qui vont dans l'action climatique. Et la sécurité alimentaire au niveau de chaque pays constitue aussi une action climatique que les populations doivent essayer d'accompagner. Voilà, donc cela voudrait dire que quand vous mettez tous les moyens en place, vous mettez toutes les mesures en place pour réduire l'insécurité alimentaire, vous êtes en train de faire l'action climatique. Quand vous mettez toutes les mesures pour pouvoir réduire les effets des catastrophes naturelles, c'est-à-dire les inondations, les sécheresses et tout consort, cela voudrait dire que vous êtes en train de faire une action climatique. Donc, cela voudrait dire que nous, au niveau de notre pays, le Togo, l'agence est en train d'accompagner et d'élaborer les produits
de mettre en place des conseils et avis et surtout faire la sensibilisation pour pouvoir vraiment aller et réduire les effets des changements climatiques. Merci, monsieur le directeur général de l'ANAMET. Merci beaucoup. Eh bien, nous disons merci à Raoul et à son invité. Notre second invité intervient dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie célébrée mercredi dernier. La francophonie rassemble les hommes et les femmes ayant en partage la langue française. Au-delà de la promotion de la langue française, la francophonie intervient dans d'autres domaines. Elle est une organisation internationale. Notre pays en fait également partie. Quels sont ses domaines d'action et quel est son apport pour le Togo? C'est entre autres questions auxquelles répond Petit Komi, docteur en histoire politique et relations internationales, enseignant. Il est au micro de Sibyl Lawson. Docteur Petit Komi, bonjour. Bonjour auditeurs de Radio Lomé. La communauté internationale a célébré mercredi 20 mars dernier la journée de la francophonie. C'est donc l'occasion de faire un zoom sur cette institution. Docteur, d'abord, dites-nous, qu'est-ce que la francophonie? La francophonie sort du mot français. C'est une institution internationale qui a vu le jour dans les années 70. Bien sûr, il y avait toute une pléiade de soucis dans sa création, mais à partir de 70, cette institution a pris corps. Mais à partir de 86, elle a connu plusieurs orientations. Elle avait comme objectif au début la promotion des activités culturelles et techniques. Mais bien entendu, à partir de 1995, où on a mis en place des structures politiques qui pourraient aider cette organisation à devenir une institution internationale par la mise en place du secrétariat général. Mais 2 ans après, au sommet de Cotonou, en 1997, autre sommet a précisé maintenant la nomination d'un secrétaire général en la personne de l'ancien secrétaire de la francophonie, Boutros Ghali. Avec ses atouts, l'expérience en la matière, la gestion des organisations internationales, tout le monde a salué ce choix qui portait sur Boutros Ghali. Et c'est de là qu'on constate que la francophonie a outillé des éléments pour devenir une institution internationale. Le président qui avait pris l'initiative, c'était Léopold Sédar Senghor. Il avait également Amadou Diori, Nourodom Siak, d'autres anciens présidents qui ont accepté l'initiative de Léopold Sédar Senghor. Mais au début, elle ne regroupait que certains États indépendants qui voudraient faire la promotion de leur culture. Mais à partir de 1986, le premier sommet de Versailles a donné droit à la francophonie, à une organisation internationale, par le fait qu'ils ont constaté que c'est tout à fait normal que les pays francophones se retrouvent et qu'ils discutent de leurs problèmes, de leurs difficultés à la sortie des indépendants. De nos jours, la francophonie, en tant qu'institution internationale, regroupe pas mal des États africains francophones. Tous les États africains francophones font partie de la francophonie. C'est pourquoi, quand on évalue la population francophone aujourd'hui, l'Afrique dispose d'une importante population dans cette institution. Mais dans le fonctionnement de la francophonie, l'on a toujours tendance à penser que c'est la France et le Canada qui influencent les décisions dans cette organisation internationale. Mais de nos jours, il faut rectifier cette façon de concevoir les choses parce que les États africains aussi avancent par leur financement. Quels sont, docteur, les apports de la francophonie pour le Togo? Nous pouvons classer les actions de la francophonie au Togo à 2 niveaux. D'abord, dans le domaine culturel, son domaine phare, l'alphabétisation, c'est-à-dire elle finance l'éducation de base, l'éducation formelle et informelle. Au niveau de la culture, toujours, elle finance les projets culturels tels que le karaté, le théâtre, la communication en général. Alors, elle contribue également à la promotion artistique et la formation professionnelle et technique. Au deuxième volet, nous pouvons dire que la francophonie accompagne le Togo dans le domaine socio-politique. Alors, on enregistre la contribution de la francophonie en faveur de l'état de droit et de la démocratie par la prise en charge de la participation des responsables des institutions chargées de la promotion de la démocratie et l'état de droit. Actuellement, l'audit du fichier électoral a été l'œuvre de la francophonie. La francophonie contribue à la formation des groupements politiques, la formation des partis politiques, la formation de la CENI, des CELI, de la magistrature et les auxiliaires de la justice. C'est l'œuvre de la francophonie. Elle contribue au financement des colloques, des séminaires, des forums et autres, et finance ces forums pour pouvoir maîtriser et diffuser le droit dans son ensemble. Toutes ces actions
permettent au Togo de profiter de cette institution dont il fait membre. Alors docteur, la francophonie a-t-elle de l'avenir? Bien évidemment, la francophonie a de l'avenir parce que au début, nous pouvons dire que dans les années 70, la francophonie s'est regroupée, ou bien on compte peut-être 50 membres de la francophonie. Mais de nos jours, nous avons jusqu'à 88 États qui font partie de cette institution. Donc, nous pouvons dire que la francophonie a de l'avenir, puisqu'elle a orienté ses domaines d'action dans tous les domaines. Communication, politique, économique, développement, surtout développement durable. Ce qui fait que tous les États de nos jours frappent la porte de la francophonie pour y adhérer. Faut-il continuer à éduquer et instruire au Togo en français? Oui, il le faut. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette promotion qui permet à chaque État de développer ses langues locales. Mais cela ne nous empêche pas d'instruire et de former en langue française. Puisque après tout, vous savez, la colonisation n'a pas été que négative. Elle a des aspects positifs. Et nous pouvons dire que le français fait partie de ces aspects positifs. Donc aujourd'hui, le Togo fait partie d'autres organisations francophones où les dirigeants peuvent s'asseoir autour d'une même table pour discuter. Et il va devoir que nous ne continuons pas à former nos petits frères, nos enfants en langue française. Docteur, on parle de francophonie, on parle également d'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Y a-t-il une différence entre les deux expressions? Le nom francophonie, au début c'était comme ça, elle a pris différentes évolutions. Avant, on l'appelait l'AIF et ça a évolué, ça devient maintenant l'OIF, c'est-à-dire Organisation internationale de la francophonie. Donc en réalité, c'est l'évolution du terme d'une francophonie, comme le mot le signifie. Elle a évolué jusqu'à devenir une institution internationale et qui demande aujourd'hui à tous ses États membres de faire preuve de la bonne gouvernance. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que on reçoit de temps à autre des financements venant de la francophonie. Votre message à l'occasion de la Journée mondiale de la francophonie? Mon message va particulièrement aux jeunes étudiants et élèves de fouiller toujours sur les sites de la francophonie pour pouvoir gagner des petites subventions et bourses pour leurs études. Parce que la francophonie, dans le domaine de l'éducation, est tellement en avance et cela pourrait aider les Togolais à pouvoir gagner, surtout les jeunes, à pouvoir gagner d'autres actions pour leur évolution scolaire. Au niveau de l'État, je demanderai à ce que le Togo soit un bon élève en ce qui concerne sa présence ou bien étant membre de la francophonie. Le Togo doit être un bon élève pour gagner beaucoup d'aspects positifs des financements, des projets pour son développement. Docteur Kuchikomi, merci. Je vous remercie, vous aussi. Et nous poursuivons avec les sports. Football, le Togo, comme les autres sélections, livre des matchs amicaux. Une opportunité de la fenêtre internationale FIFA pour améliorer le classement. Cette journée continue jusqu'au 26 mars. Kilim Poyoti. Pour leur première sortie dans cette journée FIFA, les éperviers sans briller peuvent remercier Karim Derman qui, par 2 fois à la 59e et 63e minute, permet au Togo de prendre l'ascendance sur le Niger qui a ouvert le score à la 55e minute. Il faut noter que Tchakei Marouf a raté un penalty à la 90e minute. Dans les autres rencontres, la Guinée a laminé Vanuatu 6-0. Andorre surprend l'Afrique du Sud 1-1. Guyana fait les frais du Cap-Vert 0-1. Le Lesotho gagne 2-1 l'Éthiopie. Pour la suite, lundi 25 mars, le Burundi s'oppose au Botswana. Le Rwanda affronte Madagascar. Le Gabon s'oppose à son voisin, le Congo. La Tanzanie croise la Mongolie. Les Comores jouent l'Angola. Mardi, le Togo croise la Libye. L'Ouganda fera face au Ghana. Le Sénégal rencontrera le Bénin. La Côte d'Ivoire, récent champion d'Afrique, va jouer l'Uruguay. Le Mali rencontrera le Nigeria. Le choc des extrêmes opposera l'Algérie à l'Afrique du Sud. Le Maroc va jouer la Mauritanie. En tour préliminaire de la prochaine CAN qui se jouera justement au Maroc, l'Eswatini a disposé de la Somalie 3-0 et Djibouti a perdu devant le Libéria 0-2.
Dernier virage de ce magazine pluriel, la revue de presse. Léontine Atoguima nous parle de 3 sujets majeurs qui ont retenu l'attention des parutions. Le projet de modification de la constitution togolaise, le séminaire gouvernemental tenu le week-end dernier et le lancement de la construction de 21 ponts dans les zones rurales. À la une de Togo Réveil, cette image illustrative, Fort Nyasingbe donnant un coup de pioche. Ce geste symbolique lance ainsi les travaux de construction des 21 ponts, interprète l'hebdomadaire. 21 ponts modulaires mixtes acier-béton de type Unibridge à construire dans les 5 régions du pays, écrit le journal, tout en précisant que 7 seront érigés uniquement dans la préfecture de l'Est Mono. L'Union pour la patrie abonde dans le même sens et rappelle que ce projet s'inscrit dans le cadre du vaste chantier de désenclavement des pistes rurales. Le bi-hebdomadaire dévoile dans les détails le projet. En travers de la rivière, Ogu sur le tronçon et Lavagno, Ogu Kolindé de Babadjakou, long de 25,2 km, une passerelle modulaire mixte acier-béton de type Unibridge sera construite. À économie et développement d'ajouter que ce projet de construction de 21 ponts est évalué à plus de 105 milliards de francs CFA et sera réceptionné d'ici à 2027. L'éveil de la nation trouve important de souligner que cette action répond à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et justement, rapporte Nouvelle Opinion, l'accélération de la concrétisation de cette feuille de route était au centre du séminaire gouvernemental le week-end dernier. Harmoniser les politiques publiques et le vécu des populations, c'est de ça il a été question à Anéro, Ranchéri, Togo Matin. Suivi, évaluation et amélioration, c'est à cette tâche que s'est donné le gouvernement, note Méga Info. Entre la vision présidentielle, l'action gouvernementale et le quotidien des Togolais, il s'impose une accélération de la mise en œuvre de la feuille de route. C'est ainsi que le journal perçoit en conclusion les travaux de ce séminaire gouvernemental. Méga Info relève la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de la feuille de route 2025 pour répondre aux besoins du peuple. À quelle urgence répondrait une éventuelle révision constitutionnelle, s'interroge l'éveil de la nation. Le Togo passe-t-il du régime semi-présidentiel au parlementaire? Autre interrogation, et elle vient de la lanterne. La révision constitutionnelle en téléchargement serait-elle une menace à la fragile paix sociale, se demande Actu Express. Voilà autant de questions sur le projet de modification de la Constitution en étude au Parlement. Ce projet fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le changement relate. L'opposition et les organisations de la société civile sont contre un régime parlementaire qui maintient à vie un président choisi. Agitation de l'opposition, répond Warale Vainqueur, qui indique que cette lecture n'est que des interprétations de nature à discréditer les institutions de l'État, notamment le chef de l'État et l'Assemblée nationale. Révision constitutionnelle. La nouvelle niche pour une opposition en quête de popularité, se demande Togo Matin. Le quotidien privé trouve étrange ce réveil brusque des partis de l'opposition après l'annonce du projet de révision constitutionnelle. Selon les informations du médium, cette démarche de révision constitutionnelle trouverait son ancrage dans le cadre de l'évolution constante de la société. Bien plus, poursuit le journal, elle voudrait tabler sur la nécessité d'adapter la gouvernance aux défis du moment en vue de rechercher des solutions innovantes et collaboratives pour renforcer la démocratie en marche et promouvoir une gouvernance plus inclusive. Liberté n'est pas de cet avis. Elle trouve qu'il s'agit des argumentaires approximatifs et tirés par les cheveux. Pour Togo Matin, tous les segments de la société togolaise doivent s'engager dans un dialogue constructif et ouvert. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé.
Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce magazine pluriel. Nous disons merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à Angèle Houtondi qui était à la réalisation. À la technique, c'était Taga et Sinam. Le rappel des titres. Vous êtes commerçant et bien vous êtes invité à prendre des dispositions pour protéger les marchés contre les incendies. La ministre en charge du commerce a entamé une tournée de sensibilisation en ce sens hier. Et vous avez suivi dans ce magazine pluriel l'échange avec les commerçants du Grand Lomé. Ghana, tension entre l'opposition parlementaire et le pouvoir. L'opposition menace de destituer le président. Ce dernier ne s'est toujours pas prononcé sur la promulgation ou non de la loi dite anti-LGBTQ. Et puis dans ce magazine pluriel, nous avons eu deux invités. Le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie togolaise, ANAMET, Dr Issaou Latifou. Il est intervenu dans le cadre de la journée mondiale de la météorologie observée aujourd'hui. L'autre invité, c'était Kmeti Komi, docteur en histoire politique et relations internationales, enseignant. Nous l'avons reçu également dans le cadre d'une journée, celle de la francophonie célébrée mercredi dernier. Les sports, les sélections africaines sont sur le pont. C'est dans le cadre de la fenêtre FIFA de ce mois de mars. Le Togo s'en sort bien. Les éperviers ont battu le MENA du Niger vendredi au Maroc. Et pour finir, nous avons eu Léontine Atogima dans la revue de presse. Bon après-midi à toutes et à tous et restez toujours branchés, nos programmes se poursuivent. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg